Nouvelle vidéo, donc toujours dans ce chapitre sur la complexification des génomes, sur les transferts horizontaux de gènes et endosymbiose. Toujours dans le grand 1, donc après avoir vu la découverte de ces transferts horizontaux et les différents mécanismes de déroulement de ces transferts, nous allons voir le rôle majeur dans l'évolution de ces transferts horizontaux et comment on peut s'en servir en santé humaine. Donc ça, c'était l'objet de l'activité 2 dans laquelle était inclus le TPE-CE que l'on a fait la dernière fois, que nous nous sommes vus. Donc je vais d'abord corriger l'activité 2, et puis on reparlera du TP par la suite. Alors on reverra en classe ce qui a pêché ou ce qui a bien marché, mais simplement pour que vous ayez, tant que c'est encore un peu frais dans votre tête, que vous ayez l'explication finale de ce qu'il fallait trouver. Alors, ces transferts horizontaux de gènes ont un rôle hyper important, ont eu et vont avoir un rôle hyper important dans l'évolution. Alors, il y a une première hypothèse scientifique qui repose sur ce phénomène, c'est la présence du placenta. Donc le placenta, c'est l'organe qui va permettre les échanges de matière et de fluide entre la mère et l'enfant pendant une grossesse. Ce placenta serait d'origine virale, donc proviendrait ce serait mis en place grâce à un transfert horizontal de gènes à partir d'un virus. Donc on détaillera par la suite. Euh, il y a aussi des transferts horizontaux entre les bactéries de nos différents microbiotes. Donc le microbiote intestinal, c'est dans votre intestin, vous avez toute une population, presque plusieurs kilos de bactéries, qui grâce à eux, grâce à elles, pardon, vous pouvez digérer et avoir votre alimentation. Et bien ces bactéries peuvent échanger des gènes avec certaines bactéries de votre alimentation. Et enfin, nous verrons comment ces gènes étrangers s'expriment dans le génome et amènent une évolution des espèces au sens large. Donc 3 choses à faire: proposer un scénario pour reconstituer l'apparition du placenta chez les primates, donc ça c'est le premier exemple. Ensuite un schéma à faire pour expliquer le transfert d'un gène, et le dernier document à étudier. Donc si je reprends le premier document, ici notre but c'est d'expliquer l'apparition du placenta chez les primates. Alors ce placenta, qu'est-ce que c'est? Donc on voit sur ce document, donc ici vous avez l'embryon, en plus clair la paroi de l'utérus, donc l'embryon est en train de se nicher, il est en train d'effectuer la nidation, de se fixer dans la paroi de l'utérus, et on voit que un certain nombre de cellules embryonnaires vont fusionner entre elles pour former des cellules géantes à plusieurs noyaux, donc on appelle cela des cellules multinucléées, c'est-à-dire que les membranes vont fusionner mais pas les noyaux. Donc quand deux cellules vont fusionner leurs membranes, ça fera une grosse cellule avec deux noyaux, et ainsi de suite. Sur le deuxième document, on s'intéresse à une protéine particulière, la protéine syncytine, qui est produite par les cellules justement à l'origine de la formation du placenta, puisque ce gène va se mettre à s'exprimer. On s'est rendu compte que lorsque l'on inhibait la production de la protéine syncytine à partir de ce gène-là, grâce à du iodure là c'est le marqueur, pardon, lorsque l'on inhibait la production de cette protéine par les cellules, les futures cellules placentaires, eh bien, il n'y avait plus de fusion entre les cellules embryonnaires. Là, sur le document, vous avez en rouge noté les noyaux, donc qui sont colorés en rouge grâce au iodure de protidium, et en vert sont marquées les membranes. On a utilisé des anticorps qui se sont fixés sur la membrane. Ici, vous voyez bien, c'est notre témoin positif, que l'on va retrouver plusieurs noyaux non séparés de la couleur verte, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de membrane entre ces noyaux. Donc là, c'est comme si nous avions plusieurs cellules fusionnées. Ici, dans le deuxième cas où l'on a stoppé la production de syncytine, que l'on a inhibé le fonctionnement du gène, eh bien vous voyez du vert un petit peu partout, donc ce qui montre que les membranes sont toujours là, elles entourent chacune un noyau, donc les cellules n'ont pas pu fusionner. Donc cette protéine, la syncytine, issue de l'expression du gène codant pour la syncytine, a pour fonction la fusion des cellules embryonnaires pour former le placenta. La façon dont deux cellules vont fusionner se fait de cette manière suivante, c'est-à-dire que la syncytine va être produite et exprimée à la surface de la cellule embryonnaire, et ces mêmes cellules embryonnaires possèdent aussi des récepteurs à cette syncytine.
Donc lorsque deux cellules à proximité vont faire en sorte qu'une syncytine va se fixer sur le récepteur, les deux cellules vont fusionner. Eh bien on retrouve exactement le même mécanisme chez les virus, c'est-à-dire que les virus, pour rentrer et infecter leurs cellules hôtes, ont besoin de ce mécanisme de reconnaissance entre une protéine présente à leur surface de leur capsule de protection et un récepteur présent à la surface de la cellule hôte. Le récepteur va reconnaître la protéine et le virus va pouvoir entrer, à l'image d'une clé dans une serrure. Donc comme on a deux mécanismes relativement proches, on se dit qu'ils ont peut-être une même origine. Du coup, on est allé voir d'un peu plus près la séquence protéique, donc en acide aminé de la syncytine, et d'une protéine présente à la surface des récepteurs, présente à la surface des capsules virales. Et lorsque l'on compare la syncytine humaine avec une autre protéine virale qui a la même fonction, la MSRV, donc là vous n'avez qu'un petit bout de la séquence, vous remarquez de très nombreuses similitudes, donc ce qui nous permet de penser que la syncytine humaine provient d'un gène viral qui permet la production de ces protéines éparpillées à la surface de la capsule des virus qui vont permettre de rentrer dans la cellule hôte. Donc on peut logiquement penser que notre syncytine provient d'un gène provenant d'un virus. Donc si on résume, il y a trois arguments pour montrer que le placenta a une origine virale. Le premier, c'est que le mécanisme de fusion entre un virus et sa cellule hôte et entre deux cellules embryonnaires pour faire le placenta est similaire. La syncytine, elle est produite qu'au niveau des cellules embryonnaires qui forment le placenta. Et troisième argument, des séquences très proches au niveau de la protéine syncytine humaine et de la protéine virale qui va permettre l'entrée du virus dans la cellule hôte. Donc voilà pourquoi on peut, alors c'est une hypothèse, mais il semblerait qu'elle se vérifie, pourquoi on peut logiquement et raisonnablement penser que le développement du placenta chez l'homme est issu d'un transfert de gènes entre un virus et des cellules embryonnaires chez les primates qui a permis le développement du placenta. Voilà, donc vous lirez le scénario détaillé sur la correction. Je pense qu'il est là, donc j'ai proposé un scénario. Donc voilà, je vais quand même le lire. Donc un nouveau gène d'origine virale a été introduit dans le génome des cellules de grands primates. Ce gène permet la synthèse de la syncytine et a été transmis aux générations suivantes. Maintenant, tous les grands primates possèdent un embryon avec un placenta, qu'ils ont dû donc hériter d'un ancêtre commun chez qui le transfert a eu lieu. Le transfert horizontal de gènes a eu lieu. On peut donc déduire que le gène de la syncytine et celui de la protéine virale sont très proches par leur séquence, et donc qu'ils sont issus d'un même gène ancestral, qui a été transféré d'une espèce à l'autre. Voilà. Alors, deuxième exemple de transfert de gènes. Pour le deuxième exemple, on vous demandait de faire un schéma. Alors, je vous l'explique très rapidement, il n'y a rien de compliqué. Donc le microbiote, toutes les bactéries que vous possédez dans votre intestin forment votre microbiote, et ces bactéries vont vous permettre de digérer une partie de vos alimentations. Sans elles, vous ne pourrez pas avoir le régime alimentaire que vous avez là. Le microbiote a bien d'autres rôles, notamment dans l'immunité, mais ce n'est pas l'objet du travail ici. On s'est rendu compte que chez les populations asiatiques qui mangeaient beaucoup de sushi, leurs bactéries constitutives de leur microbiote avaient acquis un nouveau gène qui n'est pas présent normalement dans ces bactéries. Alors, je reprends un petit peu plus dans les détails. Ici, on s'est rendu compte que les algues utilisées pour faire les sushis, qui proviennent ici de l'algue nori, ne sont pas digérées par nos bactéries intestinales. Ces algues produisent un glucide très complexe, le porphyrane, et pour le dégrader, il faut produire une enzyme, donc avoir un gène à l'origine de cette enzyme, qui est la porphyranase. Donc cette enzyme n'est pas fabriquée par les bactéries de notre microbiote. Sauf qu'on s'est rendu compte que ce gène était présent chez une bactérie qui vivait à la surface de ces algues qu'on appelle Zobelia galactanivorans. Cette bactérie Zobelia possède le gène de la porphyranase, ce qui lui permet de la digérer. Quand vous allez manger des sushis, ces bactéries sont présentes sur l'algue à la surface des sushis. Et donc, vous allez ingérer des bactéries Zobelia. Une fois que ces bactéries
Zobélia se retrouvent dans votre intestin et dans votre estomac, elles vont se retrouver au contact avec vos bactéries de votre microbiote intestinal. Et on s'est rendu compte, chez beaucoup de Japonais, que les bactéries du microbiote intestinal avaient acquis ce gène-là, puisqu'on le retrouve chez beaucoup de Japonais et pas chez d'autres populations qui n'ont pas une alimentation régulière et riche en sushi. Donc, ce qui veut dire que ce gène qui est normalement absent de notre microbiote a été acquis par transfert horizontal de gènes à partir de la bactérie Zobélia vivant à la surface des algues qu'on utilise pour faire des sushis. Et après, ce gène va accumuler des mutations, hein, c'est ce que vous montre ce tableau. Donc on a comparé la séquence de ce gène de la porphyranase chez plusieurs individus. Le sujet 1, c'est notre référence, et donc vous voyez qu'en fonction des comparaisons que l'on peut faire, déjà, tous les gènes ont pu être transférés plusieurs fois, certains individus l'ont plusieurs fois, 3 fois ici, 2 fois ici, et avec des différences par rapport à notre référence, qui est celle du sujet 1. Donc ça veut dire qu'il y a des mutations aussi qui vont s'accumuler dans ce gène-là, mais ça, je ne reviendrai pas dessus. Voilà, donc là, on vous demandait de faire un schéma. Donc sur la correction, je n'ai pas fait de schéma, mais moi je voyais les choses de la manière suivante, avec des cases. Une pour l'organisme donneur, la bactérie Zobélia présente sur l'algue. Une pour l'organisme receveur, la bactérie de votre microbiote intestinal. Une flèche pour montrer avec le nom du gène qui est transféré, celui de la porphyranase. Et une flèche qui sort de la bactérie de votre microbiote pour expliquer la nouvelle caractéristique que possède cette bactérie. Donc voilà un deuxième exemple de transfert horizontal et de son utilité dans la digestion des hommes. Et enfin, un dernier document qui permette de répondre à la dernière question, de discuter de l'importance des transferts horizontaux de gènes dans l'histoire du vivant. Voilà, je vais passer très vite. Là, vous avez un diagramme pour les primates, les nématodes et les drosophiles qui recense les gènes qui sont normalement présents chez d'autres espèces. Et donc, vous voyez que chez les primates, nous avons 109 gènes étrangers. Donc, archées, ce sont des bactéries, des très vieilles bactéries, c'est-à-dire les ancêtres des bactéries actuelles, qu'on appelle les archébactéries. Nous avons de nombreux gènes qui proviennent de bactéries, d'autres gènes de protistes, donc d'individus unicellulaires. Certains gènes proviennent des plantes et d'autres des champignons. Et ça chez tous les animaux. Donc ce document est là pour vous montrer que nous possédons des gènes dans notre génome qui initialement n'étaient pas présents et qui proviennent d'autres espèces, de cellules d'autres espèces à partir desquelles ils nous ont été transférés. Alors sur le CE, je reviendrai après. Une fois qu'on a compris un petit peu ces transferts horizontaux de gènes, on a pu comprendre comment les bactéries fonctionnaient pour se transférer des gènes et les utiliser pour notre santé. Alors, avant de les utiliser pour notre santé directement, on a surtout compris pourquoi les bactéries devenaient résistantes de plus en plus à un antibiotique. Alors, ce premier document vous montre comment une bactérie peut être résistante à un antibiotique. Tout ça se passe au niveau du plasmide, là, ce chromosome circulaire dont on a parlé dans l'activité précédente. Ce plasmide peut posséder des gènes qui vont conférer une résistance aux bactéries. Il y a 3 façons pour une bactérie de résister à un antibiotique. Soit avoir un gène qui va détruire l'antibiotique qui va rentrer dedans, soit un gène qui va le modifier et le rendre inactif, soit un gène qui va fabriquer une pompe qui va faire en sorte de l'éjecter de l'intérieur de la bactérie. Eh bien, on s'est rendu compte que lorsque on s'est intéressé aux bactéries de notre microbiote, toujours, Escherichia coli, nos bactéries intestinales, on les a soumises à un antibiotique, et on s'est rendu compte au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, que lorsque on avait des bactéries qui résistaient à l'antibiotique auquel on a soumis les bactéries de notre microbiote, certaines sont résistantes, et bien elles ont pu transmettre leur résistance aux bactéries aux alentours. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, la population bactérienne n'est plus du tout sensible à un antibiotique. Alors la manière dont c'est transféré de 2 bactéries vivantes, c'est la conjugaison hein, avec les ponts cytoplasmiques, et en transférant le plasmide. Donc c'est un réel problème pour nous. Pourquoi? Si vous avez une infection urinaire, pulmonaire ou ailleurs, eh bien si les bactéries sont sensibles, tant mieux, vous allez pouvoir la
l'éliminer. Mais si par malheur, et c'est souvent le cas, vous avez quelques bactéries qui sont résistantes grâce à des mutations, eh bien elles vont être sélectionnées par sélection naturelle, puisqu'elles ne seront pas détruites par l'antibiotique, et elles vont pouvoir transférer leur plasmide qui contient un gène de résistance aux bactéries aux alentours. Et par conséquent, votre antibiotique ne sera plus efficace et vous ne pourrez plus lutter contre la maladie, contre l'infection. Et ça, c'est très grave, puisque nos bactéries intestinales de toutes les espèces se retrouvent en contact constant un peu de partout, donc sur les sols, dans l'eau, pour les animaux vivant dans les milieux aquatiques, dans euh, nos eaux sales que l'on évacue, on a des bactéries de notre microbiote qui vont se retrouver dans les stations d'épuration. Une fois que l'eau est plus ou moins propre, elle est rejetée dans des lacs, dans la mer, elle se retrouve en contact avec d'autres bactéries, avec d'autres animaux, etc. Donc toutes les bactéries intestinales des différents microbiotes sont en contact perpétuel, formant un immense écosystème, et les résistants vont pouvoir échanger les gènes de résistance à celles qui sont sensibles. Et à la fin, on va se retrouver avec des bactéries qui vont être toutes résistantes, et donc euh, aux antibiotiques, dont on ne pourra plus se protéger des maladies qu'elles induisent. Voilà pourquoi ça constitue un problème de santé publique. Alors la proposition de solution, c'est de limiter l'usage des antibiotiques pour éviter que les bactéries se transfèrent les gènes de résistance, et aussi on peut inhiber la production chez les bactéries des enzymes qui vont soit éjecter l'antibiotique à l'extérieur, soit le modifier, soit le détruire. Voilà comment on peut agir. Ça, c'est pour le côté négatif de la capacité de transfert horizontal de gènes des bactéries. Mais on peut l'utiliser pour nous, pour la santé humaine, et ça c'est quelque chose que l'on fait de manière très courante et qui est bien maîtrisé, c'est-à-dire que l'on va essayer d'injecter dans le plasmide d'une bactérie un gène dont on aimerait faire produire la protéine à la bactérie. Pourquoi c'est intéressant et facile pour nous? Les plasmides ont la capacité d'incorporer de nouveaux gènes, voilà, donc ça c'est reconnu, ça fait partie de leurs propriétés, et donc on peut leur mettre par exemple le gène de l'insuline humaine. Ce plasmide ensuite est réinjecté, transféré dans une bactérie. Cette bactérie va se multiplier et va transcrire et traduire l'ensemble des informations génétiques présentes sur le plasmide. Et donc si vous lui avez inséré le gène de l'insuline, vous allez faire humaine, vous allez pouvoir faire produire à toute une armada de bactéries issues de la première bactérie chez qui vous avez effectué le transfert, donc cette fois-ci de manière contrôlée en laboratoire, hein, pas de manière naturelle dans l'environnement. Eh bien, vous allez pouvoir lui faire produire de l'insuline en grande quantité et d'en faire des traitements pour les personnes diabétiques qui n'en produisent pas. On fait la même chose pour l'hormone de croissance humaine, les personnes de petite taille qui n'en produisent pas. Eh bien, on injecte dans le plasmide le gène de l'hormone de croissance humaine, on remet le plasmide dans une bactérie qui va se diviser. Ensuite, toutes les bactéries issues de la division de la première comporteront ce gène, vont produire la protéine de la croissance hormonale, on la récupère et on l'injecte aux personnes qui n'en produisent pas assez. Donc vous voyez, c'est hyper intéressant en pharmacologie, cette histoire-là. Bien sûr, tout repose sur l'universalité, toujours l'universalité de l'ADN, sinon ce ne serait pas possible. Alors, vous avez ici des exemples, donc on fait ça pour l'insuline, pour l'hormone de croissance, pour certaines molécules de notre système immunitaire, les cytokines. Voilà, il y a tout plein de choses pour lesquelles on a mis à profit ce transfert horizontal de gènes pour faire des traitements pour les personnes qui auraient du mal à fabriquer certaines protéines. Voilà, donc deux exemples, à la fois pour le côté évolution et pour le côté médical de l'intérêt des transferts horizontaux de gènes. Alors, je reviens juste rapidement sur le CE que nous avons fait la dernière fois que nous nous sommes vus, simplement pour vous expliquer un petit peu à la conclusion à laquelle il fallait arriver. Les problèmes que j'ai pu rencontrer à la correction, on en discutera quand on se retrouvera ensemble. Et simplement, pour enlever toute question que vous pourriez vous poser. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce TP? On veut essayer d'expliquer comment la limace de mer Elysia chlorotica, donc premièrement, a de la chlorophylle et peut vivre plusieurs mois sans se nourrir parce qu'elle va pouvoir pratiquer la photosynthèse grâce à cette chlorophylle, sachant que cette chlorophylle doit être renouvelée et que le gène qui permet ce renouvellement n'est pas présent chez les animaux, normalement.
Donc vous aviez deux souches d'algues unicellulaires à observer, des euglénes chlorophyliennes, vertes, et des euglénes non chlorophyliennes, blanches. Le but de les comparer, c'est de voir donc qu'il y en a une qui renouvelle sa chlorophylle puisqu'elle est verte, une qui ne la renouvelle pas, et de voir que le problème est lié au gène PBSO. Et lorsque l'on compare ce gène PBSO, on voit chez la bactérie non chlorophyllienne qu'il est plus court, il en manque une partie. Donc l'absence de cette partie-là fait que la protéine PBSO n'est pas produite par les euglénes non chlorophyliennes et qu'elle ne peut plus renouveler la chlorophylle. Donc la présence de chlorophylle dépend bien de la présence du gène fonctionnel PBSO. Première partie du travail, elle était là. Ce gène PBSO, si on s'intéresse un petit peu plus particulièrement à nos deux espèces ici, la limace et l'algue qui va être mangée par la limace lors de ses premiers mois de vie, eh bien on retrouve le gène PBSO dans l'algue, dans la limace adulte et dans les œufs qui donneront les larves de la limace. Donc ça veut dire que ce gène en plus, au niveau de la séquence, est identique. Donc ça veut dire que ce gène a été transféré d'une espèce à l'autre. Comme on vous dit dans le sujet que ce gène n'est pas présent normalement chez les animaux, eh bien ça veut dire qu'il a été transféré de l'algue à la limace, d'accord? Mais attention, il ne faut pas penser que c'est lorsque la limace va manger les chloroplastes que l'algue ayant gardé les chloroplastes que le transfert va se faire. Non. Certains d'entre vous ont bien vu que le gène était déjà présent dans l'œuf, donc ça veut dire qu'il est transmis. Donc ça veut dire que ce gène est complètement incorporé au génome de la limace, qu'il est transmis. Donc ça a été fait à un moment donné dans l'évolution, ça a été avantageux, ça a été sélectionné, donc ça a été transmis. Par contre, pourquoi la limace a besoin de manger l'algue? C'est pour acquérir ses chloroplastes. Et on verra ce système qu'on appelle l'endosymbiose à la séance suivante, d'accord? Donc pendant ces 9 premiers mois, la limace va se nourrir d'algues et va garder les chloroplastes, d'accord? Les chloroplastes vont fonctionner, mais la chlorophylle va se dégrader. Mais comme, par transfert horizontaux de gènes, ils ont hérité du gène PSBO de leurs ancêtres, eh bien ils vont pouvoir renouveler cette chlorophylle. Donc la première étape alimentaire qui consiste à acquérir des chloroplastes n'a aucun lien avec la présence ou non du gène. Le gène est déjà là, d'accord? Et une fois que les chloroplastes vont être incorporés aux cellules de la limace, eh bien le gène PSBO va pouvoir s'exprimer, produire la protéine qui va permettre le renouvellement de la chlorophylle. Voilà. Donc il fallait bien faire cette distinction-là. Mais on prendra ça en cours en corrigeant avec votre travail. Voilà, donc si pour ce travail, cette activité 2, vous avez deux bilans à reprendre, les voici. Un rôle majeur dans l'évolution et résistance aux antibiotiques et applications biotechnologiques suite à ces transferts horizontaux de gènes. Je vous laisse regarder ça et je répondrai à vos questions en visio à la date que l'on avait prévue. Merci beaucoup.